Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, excellente novella que je vous recommande fortement. Cette fois, je vais parler de celle qui était publiée en même temps, donc dans la collection Une heure lumière des éditions du Bélial, à savoir Un pont sur la brume de Kij Johnson. Je maintiens tout de même ce que je disais dans ma précédente chronique. L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, à mon sens, est une des meilleures novellas de SF que j'ai lues depuis bien longtemps. Et c'est peut-être ce qui pose problème ici, dans la mesure où la comparaison avec Un pont sur la brume, son jumeau en termes de parution, originale comme française d'ailleurs, tend à s'imposer, alors qu'il s'agit de deux textes on ne peut plus différents, qui, en toute autre circonstance, n'auraient pas dû appeler à cette compétition. Or, les deux nouvelles datent de 2011 et ont concouru au même prix, et c'est en l'espèce Un pont sur la brume qui l'a emporté sous ce dernier aspect. Prix Hugo, Nebula et Isaac Asimov Science Fiction Magazine 2012 tout de même. Au final, nous avons bel et bien un très bon texte, autant le dire de suite. Mais meilleur que L'homme qui mit fin à l'histoire? Je n'en suis pas convaincu, et ce souvenir récent parasite donc un tantinet la présente lecture. Kij Johnson est une auteure assez peu traduite chez nous. À vrai dire, je ne suis pas certain d'en avoir entendu parler ou de l'avoir lu auparavant, malgré la passerelle holistique. Impossible dès lors pour votre serviteur d'une ignorance crasse de situer Un pont sur la brume dans son œuvre. La dite novella en tout cas adopte un cadre archaïque, relativement, et mystérieux, l'attirant peut-être plutôt du côté de la fantaisie, tout en mettant en scène une entreprise éminemment rationnelle et dépeinte avec une précision relevant peu ou prou de la science-fiction, la construction d'un pont. Rien à voir, mais ça me rappelle qu'il me faudra bien lire Un séjour en naissance d'un pont de Maëlys de Kerangal. Bon, rien d'innocent, je suppose. Un pont, après tout, c'est destiné à rejoindre des rives parallèles. Ce n'est toutefois pas n'importe quel pont. Le monument est supposé traverser les 400 mètres qui séparent Procheville et Loinville, mais cela va bien au-delà. Il s'agit en fait de joindre les deux parties de l'Empire, qui, tout antique qu'il soit, a toujours été ainsi divisé. Car ce n'est pas un banal fleuve qui les sépare. Entre les deux, il y a la brume, impossible à appréhender en tant que telle. Un phénomène incompréhensible qui emprunte des traits au solide, au liquide, au gazeux, et que l'on dit hanté par des créatures aussi fascinantes que dangereuses, poissons qui peuvent toujours être plus gros et inquiétants géants dont le courroux est toujours à craindre. On peut traverser la brume, entre Procheville et Loinville, ou en d'autres endroits où la distance demeure raisonnable. C'est l'affaire des bacs, depuis bien des générations. Mais aussi bref soit le voyage, il a des traits d'Odyssée. On ne franchit pas simplement la brume, il faut se plier à ses caprices, sinon à ceux des maîtres des bacs, et le danger est toujours là. C'est ce que découvre bien vite Kit Meinem d'Attiar, jeune et talentueux architecte, issu d'une longue dynastie de bâtisseurs, et que l'Empire a chargé de reprendre la construction du pont sur la brume et de la mener enfin à terme. Kit, s'il est jeune, n'en a pas moins une certaine expérience. Il sait ce qu'une entreprise pareille implique, et il sait que les hommes employés à cet effet sont au moins aussi importants que les matériaux choisis. Pour autant, il ne connaît guère les conditions de vie dans cette région lointaine. Aussi, quand il arrive à Procheville, a-t-il quelque chose d'un innocent, vaguement touriste, le perdreau de la lointaine capitale faisant ricaner les autochtones. Mais sans vraie méchanceté, et ça ne dure pas, car Kit est sociable, curieux, sincère, prêt à apprendre et à faire avec les us et coutumes de la région. Parmi ces rencontres sur place, il en est une qu'il faut tout particulièrement relever, et c'est Razali Bach. Comme son nom l'indique, c'est l'usage dans la région, mais pas à Thiers, la capitale. Le nom de Kit Meinem, dans ce contexte, ne veut rien dire. Elle dirige un des bacs faisant la liaison entre Procheville et Loinville, et de même son neveu, Valo Bach. Les Bach sont une dynastie eux aussi. Ils font ce travail depuis des générations. Pour leur plus grande joie, car Rassali aime la brume et ses mystères. Pour leur plus grand malheur aussi, car c'est une vie dangereuse et systématiquement écourtée. Un jour, forcément, tout Bach entreprend la traversée à un mauvais moment et disparaît à jamais dans la brume. Razali est une femme forte, encore que cela n'a pas forcément les mêmes implications que souvent dans le genre. Cet univers me paraît résolument non sexiste. Les femmes peuvent être rencontrées à tous les offices, et le sont d'ailleurs, tandis qu'il n'y a aucun présupposé sur la compétence de quiconque, au seul motif de la zigounette ou du pilou-pilou. Et personne ne se pose la moindre question à cet égard, tout cela est parfaitement naturel, j'y reviendrai. D'un abord, qu'on pouvait craindre rugueux,
Elle se révèle bien vite une personne agréable en fait, et qui s'accommode très bien de Kit. Peu importe que, si son projet aboutit, elle devra se reconvertir, ainsi que son neveu, abandonnant à jamais l'antique tradition familiale. Elle aime la brume, oui, mais a conscience de ce que le pont pourrait apporter, et ne va donc pas s'y opposer par un bête corporatisme. En fait, la relation entre les deux personnages permet d'ancrer l'intrigue, s'il y en a bien une, dans le réel, et de lui conférer toute sa dimension humaine. Au point de la romance, inévitablement ou presque, encore que celle-ci prenne son temps pour s'installer et conserve ainsi un air de naturel, une fois de plus, qui lui évite toute pénibilité. En fait, ce sentiment de naturel, le terme n'est probablement pas très bien choisi, j'y reviendrai sans doute, me paraît essentiel dans cette novella, peu ou prou sans adversité. Bien sûr, l'entreprise est hardie et ne s'accomplira pas toute seule. Bien sûr, rôdent au milieu de la brume des entités mystérieuses et inquiétantes, éventuellement fatales. Sur le chemin, les personnages rencontreront bien des contrariétés, des plus futiles. L'administration centrale, à l'instar de Kit au début du récit d'ailleurs, ne semble pas avoir bien conscience de ce que cela implique au juste de traverser la brume, aux plus tragiques. Un chantier de cette ampleur a ses morts. Mais l'idée me paraît quand même celle d'un accomplissement nécessaire, sans doute pas aisé à proprement parler, chacun doit s'y mettre, néanmoins inéluctable. La novella me paraît donc relever, au moins en partie, de la métaphore du progrès, mais sans naïveté, car les bémols sont bel et bien là, et en définitive, le travail titanesque ou herculéen de domination du monde, de domestication de la nature, d'où mon doute concernant l'emploi jusqu'alors du qualificatif naturel, car à tout prendre, si l'on devrait malgré tout relever une adversité, elle résiderait justement dans la nature, n'est pas épargné par un sentiment intérieur de futilité ou vanité, mais j'en relève bien cette relative sérénité où l'application à la tâche, paradoxalement, peut s'accompagner d'un certain détachement. Le récit est ainsi aussi fluide que le proverbial fleuve tranquille, avec ceci d'étonnant que c'est le pont qui incarne le fleuve. Le style est à l'avenant, sobre souvent, teinté de merveille à l'occasion, car le cadre joliment décrit, tantôt abstrait, tantôt très concret, y incite énormément, mais avant tout fluide. Tout s'écoule, même au milieu de cette brume solide. Il y a le point A, le point B, quelques réminiscences pour la peine, mais il s'agit bien de joindre le début à la fin, même si ces débuts et fins sont relatifs, tant le récit a des allures de tranche de vie. Il y avait quelque chose avant, il y aura quelque chose après. Je vais employer ce mot terrible, la lecture d'un pont sur la brume, à cet égard, est agréable, et c'est une force indéniable de ce récit joliment mené. Mais on en arrive au moment fatal, celui de la comparaison entre Un pont sur la brume et son jumeau dans la parution, L'homme qui mit fin à l'histoire. Notons, tout à fait gratuitement, la parenté des titres anglais The Man Who Bridged the Mist et The Man Who Ended History. En même temps, Bridged et Ended sont assez chargés des connotations distinguant en définitive les deux textes. Comme dit plus haut, en dehors de toute considération éditoriale, cette comparaison n'a sans doute pas lieu d'être. Ces textes sont on ne peut plus différents, le jour, Keith Johnson, et la nuit, Ken Liu. Mais il y a un réflexe malvenu, surtout si l'on prend en considération la question, toujours pénible, des récompenses. En ce qui me concerne, il n'y a aucun doute. J'ai trouvé la novella de Ken Liu bien meilleure. Non que celle de Keith Johnson soit mauvaise, elle ne l'est certainement pas, elle est même très bonne. C'est seulement que celle de Ken Liu m'a bluffé. Elle ne me paraît pas seulement très bonne, mais véritablement excellente. C'est sans doute un rapport à l'imaginaire différent par ailleurs, quitte à reprendre une vieille opposition souvent stérile, et sans doute ne faut-il pas exagérer dans cette dimension-là. Mais on peut avancer que L'homme qui mit fin à l'histoire est du côté des idées, de la stimulation intellectuelle. Un pont sur la brume est davantage du côté du décor, de l'exotisme, du dépaysement, même si bien sûr les dimensions opposées peuvent bel et bien imprégner le texte d'en face par moments, et le pont sur la brume c'est aussi un pont entre les hommes, dimension fort intéressante de la novella et qui ne ferait pas sans doute négliger. Après tout, cette opposition est tristement schématique, ces conceptions n'ont rien d'irréductible, mais si j'ai apprécié la balade avec Keith Johnson, j'ai adoré la réflexion stimulante chez Ken Liu. Au jeu débile du s'il ne fallait en retenir qu'un sur une île déserte ou dans un bête classement, je retiendrai donc L'homme qui mit fin à l'histoire. Mais pourquoi s'en tenir à un seul? Problème dessous, mis à part, vous pourriez très bien lire les deux textes. Chacun dans son genre est très réussi et bien au-dessus du lot. Et la collection, décidément plus qu'appréciable, en bénéficie à tout point de vue, en excellence comme en variété.